Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'accueillir Jennifer Padjemi, journaliste, critique et créatrice du podcast Miroir Miroir qui est toujours diffusé sur Binge Audio. Elle est également, et j'allais dire surtout, l'autrice de Selfie, Comment le capitalisme contrôle nos corps, un essai très documenté au titre percutant, dans lequel elle enquête sur les nouvelles injonctions qui pèsent sur le corps des femmes, et ce, malgré le courant du body positive. Micro. Bonjour Jennifer Padjemi et merci d'accepter cet entretien. Alors, tu es journaliste, pigiste pour plusieurs magazines, tu vas nous expliquer cela, et surtout l'autrice d'un deuxième essai très documenté dont le titre a tout de suite attiré mon attention, Selfie, comment le capitalisme contrôle nos corps. Tu avais auparavant lancé ton podcast Miroir Miroir pour déconstruire les standards qui pèsent sur le corps. C'est un podcast Binge Audio, on peut toujours l'écouter, d'ailleurs, j'ai écouté plusieurs épisodes avant cet entretien, et on s'était rencontrés au Paris Podcast Festival. On a déjà commencé à l'époque de discuter sur le sujet, mais donc on va continuer, mais je te laisse peut-être finir de te présenter. Bonjour, donc je suis journaliste, autrice et critique culturelle. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est analyser le monde qui nous entoure, notamment à travers des œuvres culturelles, parce que je pense que ce qu'on consomme, ce qu'on regarde tous les jours sur les réseaux sociaux, dans les films, dans les séries, dans les publicités, a un impact en fait sur nous, et c'est important de pouvoir l'analyser, de comprendre ce que ça nous fait, comment ça nous le fait. Et donc voilà, c'est ce que j'aime faire, décrypter les phénomènes socioculturels. Et on le voit très bien dans cet essai d'ailleurs, parce que à la fois tu cites des autrices, des féministes, mais aussi des personnages de séries. Vraiment, c'est très documenté, et donc tu as aussi interviewé des spécialistes, des chercheurs et des femmes que tu as interviewé sur leur rapport à leur apparence physique notamment, et leurs cheveux, leur image. Alors, dans ton intro, alors que c'est un peu une intro coup de poing, je trouve, tu dis « Je suis hypocrite ». Comme vous, en fait, et tu dis que toi-même, tu as subi les injonctions sur ton apparence physique, et qu'est-ce que tu as fait, en fait, comme nous? Plein de choses. Je pense que ça commence par les régimes, par le fait de se poser constamment des questions sur son apparence et d'essayer de faire en sorte de rentrer finalement dans des normes. Et c'était important pour moi de commencer par cette phrase, parce que c'était aussi une forme de contrat de confiance avec le lecteur ou la lectrice, de dire on n'est pas là pour juger, je suis pas là en fait pour juger ou pour avoir une sorte d'autorité morale, mais c'est plutôt pour dire que quand on a conscience en fait de ce qu'on fait nous-mêmes, c'est plus facile en fait de prendre du recul et d'analyser aussi nos comportements. Et donc c'était une manière de vraiment rentrer dans le vif du sujet pour dire qu'en fait ça touche vraiment tout le monde, et qu'il n'y a pas une personne exempte de ses actes. Et ça commence vraiment par, je pense, par plein de choses. Rien que le fait de se regarder dans le miroir et d'avoir un regard parfois critique ou parfois acerbe en fait sur nous-mêmes, c'est déjà un processus d'injonction sans qu'on s'en rende compte. Et ça commence dès le plus jeune âge. Tu dis parfois. Oui. J'allais dire tout le temps. Tout le temps. Alors tu dis aussi, alors on va y revenir plusieurs fois dans l'entretien, mais que les réseaux sociaux nous imposent en quelque sorte un corps vitrine, et tu dis qu'il y a deux modèles qui prédominent, donc c'est la clean beauty et la féminité exacerbée. Tu peux nous préciser un peu ces modèles? Oui, alors ce sont deux modèles caricaturaux, bien entendu, parce qu'il y a des exceptions, parfois il y a des détails qui peuvent changer quelques éléments, mais ces deux figures en fait sont celles qui sont les plus mises en avant sur les réseaux sociaux. Donc c'est d'une part une femme plutôt blanche, qu'on considérait comme saine dans son physique, qui a une manière de s'alimenter ou une manière de consommer en fait des choses qui
vont plutôt vers le bio. Et donc, il y a l'idée, en fait, de présenter une personne pure, une beauté voilà, qui n'est pas trop artificielle, qui n'en fait pas trop, en fait, c'est ça. Et de l'autre côté, on aura cette figure plutôt d'une féminité exacerbée, donc c'est-à-dire qui reprend des codes qu'on associe à une féminité, mais qu'on va décrire de presque vulgaire, parce que elle ne rentrera pas forcément dans des codes justement de pureté, de discrétion, de blancheur, etc. Et donc j'ai même envie de dire que on est presque sur une figure aussi de c'est une expression qui est utilisée aussi de bad bitch, qui assume aussi quelque chose de très propre à des codes de esthétique, de la musique, de la mode, etc. Et donc ça, c'est vraiment à la fois les deux modèles qu'on nous propose constamment, où en fait on nous demande presque de choisir, comme si on ne pouvait pas être l'une et l'autre, ou qu'on pouvait choisir de notre plein gré. Là, il y a vraiment l'idée de nous imposer ça, et les marques suivent ces codes. Et puis surtout, c'est que c'est l'image en fait qui est renvoyée. C'est-à-dire qu'en dehors de nos comportements ou de dans quel groupe on appartiendrait, c'est vraiment comment les autres aussi perçoivent ces féminités-là et assignent à résidence presque l'idée de devoir rester dans cette case. Et tu as raison, les marques, ça les arrange parce que de toute façon, qu'on soit clean beauty ou plutôt dans la case féminité exacerbée, il y a du boulot à chaque fois. Hein. Soyons clairs, c'est pas des choses, parce que même la clean beauty, c'est le naturel, ça se travaille. Exactement, et c'est ça qui lie les deux. Finalement, c'est que ça demande autant d'efforts. C'est juste que pour l'une, on va croire que cet effort est considérable parce qu'on le voit. On voit le résultat escompté, on l'a devant nous. Et de l'autre côté, il y a celle qui va faire autant d'efforts, voire plus parfois, mais qui va faire croire finalement à un naturel, à quelque chose d'inné presque. Et je pense même que la clean beauty, la version clean beauty, dépense presque plus d'argent en fait que l'autre et fait beaucoup plus d'efforts constants, parce que c'est un effort de devoir rester mince, de devoir rester jeune, de devoir rester naturel le plus possible. Personne se réveille le matin et se dit bon, je sors comme ça. Alors, il y a une différence quand même entre s'inspirer de certains modèles en restant soi-même et en venir à perdre son identité, sa personnalité, parce que on est dans cette fuite en avant de ressembler justement à ces modèles. Oui, et c'est la promesse qui est donnée, c'est que on nous fait croire en dépensant de l'argent et en adoptant en fait des comportements, des attitudes, des esthétiques, des modes de vie, on arrivera à une forme de bonheur idéal, mais ce bonheur idéal correspond aussi à une identité de féminité. C'est-à-dire que souvent, on va faire croire à des personnes, par exemple, qui sont moins dans l'aspect de pureté et de blancheur, d'accéder à ça, parce que justement c'est ce qui est valorisé dans la société et ce qui est considéré comme une norme. Plus on l'atteint, soi-disant, et plus on sera considéré, on sera valorisé et on sera heureux. Et de l'autre côté, les personnes qui seront déjà dans cette optique-là, parfois vont emprunter, s'approprier d'autres codes esthétiques en se disant c'est ce qui fonctionne aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je vais juste prendre un tout petit peu, parce que je vais pas non plus m'ôter tous mes droits et la norme sociale que j'ai, mais je vais emprunter quelque chose comme ça pour avoir cette forme d'ambiguïté qui va à la fois me maintenir dans cette majorité qui est valorisée, mais qui en même temps va me permettre d'être à la mode, d'être tendance. Et donc ça, on voit que ces codes-là sont empruntés
que quand ils arrangent la personne, mais peuvent être facilement retirés dès que ça n'arrange plus cette personne. Alors que l'inverse est faux, parce qu'on ne choisit pas, sa couleur de peau, on ne choisit pas ses origines, on ne choisit pas son corps, on ne choisit pas le statut dans lequel on est né, et surtout dans lequel la société assigne les gens. Tu veux dire que c'est plus facile de passer de, quand tu es une clean beauty, d'emprunter quelques codes de féminité exacerbée quand ça t'arrange et voilà, à certains moments de ta vie, que dans l'autre sens, parce que effectivement, tu vas pas pouvoir, tu seras jamais dans les normes. Oui, c'est ça. C'est que on aura beau essayer, et c'est aussi l'histoire d'une certaine manière de plein de personnes qui sont pour la société nées dans le mauvais corps, avec les mauvais cheveux, avec la mauvaise couleur de peau, etc., ou avec le mauvais milieu. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment comment la société regarde les gens. Elle aura beau faire le plus d'efforts possible, on ne pourra pas cacher en fait ça. La seule chose qu'on peut à la rigueur cacher, et encore, c'est plutôt des codes sociaux, et c'est aussi ça la promesse qui est derrière tous ces actes de beauté, de chirurgie, de régime, en fait de tout. C'est la promesse d'un autre statut social, c'est-à-dire qu'on peut prétendre en étant plus clean, à une forme de richesse, à une forme de milieu social plus élevé. Et encore, voilà, ça se discute. Mais on peut pas, on aura beau vouloir se lisser les cheveux, se dépigmenter la peau, s'enlever voilà, des parties du corps, etc. Il y aura quand même toujours quelque chose qui relève de l'identité propre en fait à la personne. De l'assignation à un statut social. Quand tu essayes de faire tout ce qu'il faut, entre guillemets, pour rentrer dans la norme, c'est parce que tu n'achètes pas que une apparence physique, mais tu achètes aussi le statut social et la vie qui va avec. Hein. Tu dis ça à un moment dans le livre aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que quand on parle souvent de corps et d'apparence, on reste à quelque chose de très physique et esthétique. Or, ce que j'ai appris avec ce livre et ce qui se différencie de Miroir, Miroir, c'est qu'il y a vraiment l'idée aussi d'une esthétique globale, c'est-à-dire que ça commence même quand on est seul chez soi, c'est quel type d'appartement on a, quel type de décoration, quel type de vêtements aussi, quel type de produits on a. Et c'est comme ça en fait que le reste a suivi. C'est que quand on voit des marques de beauté qui commencent à proposer des produits très esthétiques, très beaux, c'est pour qu'ils puissent rentrer dans une salle de bain qui ressemble en fait à ça. C'est-à-dire qu'on va commencer à modeler tout un univers pour justement être une version de beauté normée, de beauté valorisée, parce que c'est un ensemble. C'est pas que lié à la corpulence, c'est pas que lié à son type de cheveux, c'est vraiment un tout. Et quelque chose que je voulais aussi préciser, c'est que l'une des choses qui a vraiment consolidé tout ça, c'est 2020. Et notamment les divers confinements, la pandémie, ça a vraiment changé le rapport de chacun à soi, mais surtout le rapport de chacun par rapport aux autres. Et ce biais, ce relais a été engrangé notamment sur les réseaux sociaux qui sont devenus en fait cette plateforme en fait de comment on présente une version de soi et comment on perçoit les autres. Ça ne veut pas dire qu'avant 2020 c'était pas le cas, mais c'était différent parce que le fait de rester chez soi, le fait d'être finalement obligé de composer avec soi-même et avec ce corps qui devient presque immobile. Alors, il y a plein de gens qui continuent à travailler, notamment les métiers essentiels, etc. Mais il y a une majorité aussi de personnes qui soit étaient en télétravail, soit ne travaillaient plus du tout. Ça change en fait. Oui, et en Zoom. Et en Zoom,
parce que j'allais y revenir tout à l'heure. C'est vrai que ça a déclenché aussi des façons de se regarder en permanence et de voir son visage avec une lumière qui n'était pas la bonne, l'inclinaison de l'écran qui n'était pas la bonne, et où on s'est encore plus comparé, et c'est surtout qu'on a encore plus tiqué par rapport à notre image, parce que d'abord c'est pas entre guillemets normal de discuter avec en regardant sa figure. C'est quelque chose qui est quand même très étrange, et donc ça a déclenché des passages à l'acte version médecine esthétique, de se voir comme ça de manière permanente. Oui, et sans passage à l'acte, je pense que ça a juste déclenché aussi des complexes ou renforcé des complexes, des TCA aussi, parce que effectivement, il y a quelque chose quand même dont on se rend pas compte, et je trouve que limite on n'en parle pas assez, mais ce n'est pas du tout normal de se voir autant. Bien Zoom sûr. Ou pas Zoom, même je trouve qu'au quotidien, cette manière en fait de toujours se prendre même en photo, de tout filmer, et pour le coup, je peux potentiellement aimer ça dans des moments de collégiaux, des moments d'amitié, etc. Mais je trouve que c'est très différent le fait de garder un souvenir pour soi que de devoir tout documenter. Et c'est vrai que cette manière constante de se voir ou d'avoir un retour image de nous-mêmes, c'est juste pas normal. Et je pense qu'on n'en parle pas assez parce que on fait tellement des choses avec automatisme qu'on oublie que c'est pas forcément humain en fait d'être constamment en fait renvoyé à qui nous sommes. Oui, parce que en fait, c'est ce que tu dis, tu racontes la joie que tu avais de découvrir les photos de colonies de vacances. Ça m'a rappelé aussi, tu sais, les appareils jetables avec lesquels on partait toutes les photos étaient nulles quand on les regardait, mais c'est pas grave, on apercevait nos copains. Mais on est passé de ça à des dizaines, voire des centaines de selfies. Alors, je sais pas si c'est par jour, enfin, ça dépend des personnes, mais et là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Qui est compliqué à gérer déjà pour soi, mais à la rigueur, ça peut nous concerner. Moi, je le fais souvent, notamment, parfois, c'est plus pour voir, je sais pas si mes cheveux ont poussé, ou même avoir une trace aussi de soi à un moment donné de l'année. Je trouve que c'est intéressant parfois de revoir plus tard, où ça garde aussi un souvenir. Mais si je prends un selfie de moi-même un matin juste pour vérifier quelque chose, ou parce que j'ai envie de garder un souvenir, ça me concerne. Ce que je vais ressentir sera pas toujours positif, mais au moins il y aura quelque chose de l'ordre de la réflexion personnelle. Oui. Le problème, c'est que quand on commence à devoir le partager et qu'il y a une autre personne qui porte un avis, un jugement sur notre physique, ou l'idée de se dire, bon, peut-être que ce matin je me trouvais jolie et du coup je me suis dit je publie un selfie et qu'il n'y a pas beaucoup de likes ou qu'il n'y a pas beaucoup de réactions positives ou qu'il n'y a personne qui nous dit que on est jolie, on est belle, etc. Et là d'un coup, ce sentiment peut-être agréable qu'on a eu devant notre appareil photo, devant notre portable, va se transformer en dégoût. En se disant mais en fait j'ai aucun commentaire, j'ai aucun like, j'ai l'impression que ça va pas du tout, et il va s'enclencher en fait tout un processus de détestation en fait, d'estime de soi. Et ça, je pense que c'est le problème, c'est toujours cette comparaison entre notre nous privé, des choses peut-être à régler personnellement, psychologiquement, etc., c'est un effort individuel, à comment ce passage devient collectif et devient l'histoire de tout le monde et même d'inconnus. D'ailleurs, tu dis bien dans ton livre que cette pression sur l'apparence physique, ça peut vraiment bousculer notre santé mentale, puisque comment devenir une meilleure version de soi-même quand on n'arrive déjà pas à être soi-même? Donc, qu'est-ce qui empêche une personne aujourd'hui, et notamment une femme, d'être elle-même? Plein de choses. Déjà, ce qui empêche, je pense que c'est qu'on n'a pas réglé des problèmes de santé mentale, des problèmes de comment on prend soin aussi de nous dans une société où tout va trop vite, où il y a quand même plein de personnes qui sont en burn-out toutes les semaines. Et je pense que c'est ça le point de bascule, c'est que si on ne guérit pas soi-même déjà intérieurement,
on peut pas en fait penser qu'un acte esthétique ou un acte de beauté ou un acte sportif va tout régler. C'est que si on n'est pas déjà réglé moralement, mentalement, comment on peut régler un statut physique, un statut esthétique? Toute cette idée de self-care, de prendre soin de soi, etc., c'est qu'en fait, plutôt que de nous aider à prendre soin de nous, mais globalement, c'est-à-dire à prendre le temps, à ralentir, à essayer de trouver un équilibre un peu plus intéressant entre vie professionnelle et vie privée, etc., etc., c'est qu'on nous dit, achetez ça et vous verrez, ça ira mieux. Sauf qu'à un moment donné, une personne qui a très mal à la tête, très souvent, de manière continue, on sait très bien qu'un Doliprane ne fera pas grand-chose et qu'à un moment donné, il faut aller voir un médecin, il faut aller traiter la source, il faut comprendre en fait ce qui se passe, pourquoi ce mal de tête en fait revient constamment. Et c'est pareil en fait pour nous. Avec l'apparence physique. D'ailleurs, tu as un chapitre consacré au self-care. Tu dis notamment que le capitalisme a fait du self-care un acte égoïste. Tu n'es pas tendre avec le body positivisme. Tu dis que carrément c'est une arnaque. Donc c'est une arnaque, ça veut pas dire que l'origine était pas intéressante et même importante et que ça a été essentiel ces dernières années. Ce qui est une arnaque, c'est quand c'est récupéré par les marques. Et c'est ça en fait le problème de tous les concepts, que ce soit le self-care, le body positive, l'inclusivité même, enfin tous ces termes en fait qui deviennent mainstream finalement, c'est que on n'en comprend pas forcément l'origine. C'est-à-dire que si on n'explique pas les préceptes, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi c'est important, pourquoi ça peut aussi vous aider, pourquoi ça peut changer la société, rien ne peut évoluer considérablement. C'est une injonction de plus. C'est une injonction de plus, et puis surtout, c'est que on le fera sans comprendre en fait vraiment à quoi ça sert et qui bénéficie de ça, qui ça impacte véritablement. Et donc, le moment où on se dit que tout a été soi-disant réglé, on retourne en arrière. Et rien n'est vraiment changé. Et je pense que c'est ça qui s'est passé aussi avec le body positive, c'est que c'est devenu très rapidement un mot valise qu'on a beaucoup employé. Mais je pense que c'est ça qui a vraiment nui à ce mouvement, c'est comment il a été récupéré par des personnes déjà non concernées directement. Et ça ne veut pas dire que si on n'est pas ceci ou cela, on n'a pas le droit de se l'approprier, mais c'est plutôt de se dire, est-ce que on passe du corps ou de la corpulence à tous les corps sont beaux, toutes les beautés sont belles, etc. C'est très bien, et c'est un message qu'il faut continuer de véhiculer, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est plutôt une personne qui va parler de ses poils, une autre personne qui va dire mais moi j'aime pas mon sourcil, une autre personne qui va dire j'aime pas mon petit doigt, et là on se dit mais du coup c'était quoi l'origine de tout ça en fait. Est-ce que le but c'est de s'aimer globalement ou parce qu'on a un petit complexe, ça devient un complexe global ou ça devient un problème de société. Et le but effectivement c'est d'apprendre en tout cas à s'aimer. C'est pas de s'aimer comme une injonction, c'est d'apprendre en tout cas à faire la paix avec soi, mais ça prend du temps. Encore une fois, c'est un processus. On peut pas se dire bon, on a mis une publicité avec plein de types de beauté, plein de types de corps, donc c'est réglé. Non. Il faut creuser, il faut penser aux sous-couches qu'on voit pas forcément. Donc ça veut dire pour toi c'est plus difficile, c'est moins légitime quand on est mince, on peut pas dire je m'accepte. Si, on peut complètement dire qu'on s'accepte. Je pense que c'est pas ça le problème, parce que effectivement tout le monde a des complexes et ça on peut pas le retirer. On peut pas retirer à une personne de se sentir comme elle se sent, quel que soit son physique. Mais dans la société, il y a des personnes qui rentrent dans une norme et qui seront beaucoup plus valorisées. Et le problème, c'est quand on a commencé à voir sur Instagram des personnes vraiment avec une beauté très normée, dire je deviens une représentante du body positive, en invisibilisant finalement toutes les personnes qui notamment sont beaucoup plus proches en fait du message premier qui était autour
de la corpulence ou d'handicap visible ou de beauté ou de caractéristiques physiques qui sont pas considérées comme étant dans la norme. Et c'est vrai que très vite, la différenciation entre body positive et fat acceptance a été plus utile parce que ça permettait aussi de différencier l'origine en fait de ce mouvement qui a été quand même créé pour et par des personnes grosses, en prenant en compte aussi des questions de colorisme, de handicap, etc., etc. Mais je pense que oui, on n'est pas là en fait pour dire une personne a le droit de dire ça, une autre personne n'a pas le droit de dire ça. C'est comment les choses sont récupérées, les choses sont vidées de leur sens et les choses sont incomprises. Et donc une personne qui arrive sur Instagram peut-être en 2017 et voit plein de comptes de personnes body positives qui font un 36 et qui disent j'ai beaucoup de mal avec la vie, elles se disent c'est ça alors, sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'est ça, c'est comprendre l'origine, ne pas invisibiliser les pionniers de n'importe quel mouvement, et surtout ne pas vider de leur sens les termes. Et c'est vrai que aujourd'hui il y a même des influenceuses, et ça c'est mon plus gros problème je pense avec ce terme et tout ce qui s'est passé, c'est ces personnes qui ont gagné en fait en popularité grâce à ça, en étant déjà pas trop concernées tout le temps, et qui dès que ça les arrangeait plus, se sont dit en fait moi je retourne dans ma maison en oubliant ce qui a contribué à mon succès. Et ça arrive de plus en plus tous les jours, des influenceuses qui deviennent actrices, qui deviennent entrepreneuses, qui lancent leur marque, mais qui n'a plus rien à voir avec ce pourquoi on les a suivis. Et c'est à se demander si c'était pas juste une capitalisation comme une autre, ou comme une marque pourrait le faire. Tu penses à Kim Kardashian ? Alors non, mais non. Alors oui, en des plus moins des beaucoup moins connus. Pour le coup, Kim Kardashian, comme plein de célébrités, elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que dès que ça l'arrange, elle y va. Dès que ça l'arrange plus, elle change de route. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui pensent que, en fait, grâce à elle, on a accepté des physiques avec des formes plus généreuses et notamment des fesses plus généreuses. Toi, dans ton livre, tu dis non, c'est pas grâce à Kim Kardashian. Non, c'est pas grâce à elle. C'est grâce à plein de personnes qui sont arrivées avant elle, notamment des femmes non blanches qui peuvent avoir ce physique, parce qu'encore une fois, c'est associé des fesses ou des hanches très visibles à des personnes non blanches, et même faux et même dangereux comme raccourci, parce que c'est faux. Il y a plein de types de corps, mais c'est vrai que en tout cas il y a plusieurs personnes en tout cas de ces communautés qui ont pu visibiliser, ou en tout cas montrer ce type de corps, notamment dans les clips, dans la musique, dans le hip-hop. Et le fait d'arriver dans les années 2010 et de dire regardez, Kim Kardashian a fait des injections ou un BBL, et donc maintenant les fesses sont cool, c'est faux. Mais en revanche, c'est comment elle a mainstreamisé, ou en tout cas rendu plus noble cette apparence physique, parce qu'elle est très connue par rapport à d'autres, ou parce que elle entrait en fait justement dans une nouvelle ère de la visibilisation esthétique. C'est-à-dire qu'avant, même s'il y avait déjà des personnes célèbres, des rappeuses, des chanteuses noires, etc., c'est les réseaux sociaux aussi qui ont été un peu le point de bascule, en prenant en compte la popularité de Kim Kardashian, le fait qu'elle soit sur Instagram et qu'elle a accompagné l'évolution d'Instagram en 2012, et que tout un processus qui va avec, de comment à la fois on parle de chirurgie, des réseaux sociaux, de la popularité, d'influence, et ça a été un peu le cocktail favori pour parler de ça. Mais ça veut pas dire que c'est elle qui l'a inventé, et ça veut pas dire que ce type de physique n'existe pas en dehors de la chirurgie esthétique. Mais elle, je suis pas sûre qu'elle ait dit qu'elle avait fait un Brazilian butt lift, le BBL.
Non, elle a pas dit et en fait, elle a jamais vraiment rien dit sur ces opérations. C'est toujours de la supposition, en tout cas, médiatiquement, tout le monde reste un peu sur ses gardes. Mais il suffit juste de voir l'évolution devant nos yeux. Il n'y a pas besoin forcément de confirmation. De toute façon, les chirurgiens ne le diront pas. Ça fait quand même partie de l'éthique de ne pas dire qui on a opéré, parce que sinon, tu trouverais aussi des chirurgiens qui pourraient se vanter d'avoir fait telle ou telle célébrité. Donc, ça ne serait pas l'éthique. Donc, tout ça, pour en revenir aux réseaux sociaux et au fait de se comparer. Et ça, c'est ce que tu montres aussi dans ton livre. Bon, ce qu'on sait aussi globalement, c'est que le système du patriarcat, ça encourage quand même les femmes à se comparer entre elles, à être en compétition sur leur apparence. Donc les réseaux sociaux n'y changent rien quand on suit des influenceuses, j'imagine. Ça a encore exacerbé cet encouragement à se comparer. Ça a exacerbé, mais surtout ça a déplacé aussi la question, je trouve, du patriarcat. Pourquoi ? Parce que même si le patriarcat est à l'origine, et que même toutes ces applications-là ont quand même été créées majoritairement par des hommes, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus une comparaison face au male gaze, donc au regard masculin, c'est une comparaison face au gaze tout court. Et ce gaze, ce regard, il peut être féminin, blanc, il peut être jeune, il peut être riche, il peut être... En fait, c'est un regard qui est dominant par rapport à soi. Et donc, c'est ça, en fait, que je trouve intéressant de comment ce n'est plus que le regard d'un homme dans un cadre hétérosexuel qui va compter. Même au contraire, il y a plein notamment, il y a toute une tendance ces derniers mois que je trouve passionnante, c'est même la manière de s'habiller qui n'ont plus aucun sens et qui sortent de l'idée d'être sexy à tout prix, qui sortent de l'idée de voir... féminine. D'être féminine, mais en tout cas d'être féminine dans un sens patriarcal, justement. Donc on sort un peu de ça, et justement ce qu'on voit, c'est que ce regard-là, ou cette domination, est partout. Et que le fait d'être sur les réseaux sociaux et d'être face à des milliers de personnes fait que chaque personne, en fait, peut avoir un jugement et peut avoir ce regard qui nous rappelle que nous ne sommes pas dans la norme, ou que nous ne sommes pas assez, ou que nous sommes trop. Et donc, selon qui on est dans la société, donc par exemple une femme plus âgée, ce regard-là dominant sera une personne plus jeune. Oui. Quand on est une personne non blanche, ce sera un regard blanc. Quand on est une personne queer, ce sera peut-être un regard hétéro, etc., etc. C'est fou, est-ce qu'on pourrait se dire, il y a quand même beaucoup plus d'avantages de beauté, de diversité, de style, tu le dis, dans la mode et tout ça. Donc on se disait, c'est cool, c'est ouvert, donc chacun va y trouver son compte et chacun va pouvoir être en paix avec lui-même, puisqu'il va pouvoir faire ce qu'il veut avec sa silhouette, son visage et tout ça. Mais non, finalement, non. Toi, tu penses que c'est... Non, parce que c'est une illusion. C'est-à-dire qu'en soi, oui... je pense que c'est quand même agréable de se promener dans la rue et de se promener sur les réseaux sociaux et de voir quand même plein de types de personnes différentes, d'esthétiques différentes, de beauté différentes, de corps différents, etc. Et ça, c'est bien, ça fait du bien, c'est important pour le changement de représentation, pour comment on développe un imaginaire, notamment dès le plus jeune âge. Ouais. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose si derrière, justement, toutes les codifications, tous les codes, en fait, sont contrôlés d'une certaine manière par des industries qui suivent, en fait, toutes ces évolutions et qui ajoutent d'autres choses. C'est-à-dire que c'est comme si on devenait libre par ailleurs et que de l'autre côté, on nous dit, bon, là, tu t'es libéré de ça, mais on va te rajouter autre chose. Et ça passe, en fait, par plein d'endroits aujourd'hui qui sont pas que liés à notre apparence physique. Et qu'en soi, quand on parle de beauté, c'est pas que ça en fait, c'est vraiment tout un conditionnement dans lequel on nous maintient pour devoir remplir des cases, pour devoir correspondre en fait à des normes précises. Et ces normes, elles vont changer en fait d'une année à l'autre. Elles vont changer aussi selon le milieu social, elles vont changer selon l'environnement aussi global dans lequel on évolue. Et c'est ça en fait le problème, c'est que le but quand même, c'est que à la fois il y ait de la
plein de diversité, de beauté, de corps, d'esthétique, mais que aussi on soit libre d'être qui on veut. Sauf que quand on réfléchit, et je pense que c'est une question qui est intéressante à se poser, c'est est-ce que je le fais parce que j'aime ça, ou est-ce que je le fais parce que je pense que ça va m'apporter quelque chose, ou est-ce que je le fais parce que je m'y sens obligée? Oui, bien sûr. C'est toujours la question qu'il faut se poser. Mais j'ai l'impression que toi, tu penses que, ou en tout cas, ça paraît difficile de se dire je fais des choses parce que c'est en faisant ça que je vais me sentir bien dans mon apparence physique et que je vais finalement passer à autre chose et me soucier beaucoup moins du regard des autres. Et j'ai l'impression que pour toi, ça paraît illusoire, utopique de se dire qu'on peut faire une modification corporelle ou une amélioration corporelle vraiment pour soi, en se souciant pas du tout du contexte et de la société. Je pense que c'est possible. Mais pour moi, ce qui rend la chose impossible, c'est à partir du moment où on a envie de le montrer. C'est-à-dire que si on souhaite changer un bout de soi, ou on veut améliorer quelque chose, ou être plus en forme, ou changer quelque chose en fait de sa vie, de son quotidien, mais qu'on le faisait pour soi, par exemple. Sans avoir à le poster ensuite sur les réseaux sociaux, ce serait très différent parce que là, on le fait vraiment pour soi. Ou à la rigueur pour son entourage le plus proche qui nous côtoie au quotidien, et c'est quelque chose qui se vit au sein même de ce groupe, en tout cas en privé. Ce que je remets en question, c'est cette manière de devoir à chaque fois le partager en fait au plus grand nombre. Et donc on se demande si le résultat et pour soi, ou pour les autres, ou pour la valorisation de la société. Et donc je pense que c'est peut-être le problème aussi, ou ce qui a changé par rapport à il y a quelques années, c'est notamment quand on parle de chirurgie esthétique, c'est que je disais, quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose que j'entendais des célébrités, de stars, ou de personnes extrêmement riches, déjà parce que le coût rendait l'acte moins accessible au plus grand nombre. Et donc il y avait vraiment quelque chose en fait où on se rendait compte que c'était un autre monde en fait. On ouvre un magazine People où on voit que telle personne a fait de la chirurgie, où on est désolé que par exemple Meg Ryan ne ressemble plus à ce qu'on connaissait d'elle avant, mais il y avait quelque chose de lointain. Et d'ailleurs, les plein de célébrités, et encore aujourd'hui, ne le disent pas forcément. C'est-à-dire que c'est au fur et à mesure qu'on s'en rend compte. Il n'y a pas ce truc de je sors de la table d'opération et je suis en train de me filmer, parce que au contraire, je n'ai pas envie que les gens soient au courant. Là, aujourd'hui, ce qui me pose question, c'est plutôt l'idée de le documenter de manière aussi explicite, et d'en faire en fait une sorte de réussite aussi sociale, parce que pour certaines personnes, le fait d'être passé sur la table d'un chirurgien, c'est une réussite, parce que j'ai pu dépenser autant d'argent, j'ai investi dans moi-même, j'ai fait ce choix. Sauf que le problème, c'est que c'est aussi la question de la désirabilité. C'est que en le voyant, je peux peut-être aussi me poser des questions. Ah, mais c'est plutôt réussi. D'un coup, elle a l'air quand même plus heureuse. Ah, mais là, j'ai l'impression qu'elle a gagné 10 points dans la course à la désirabilité. Donc, peut-être que là, je vais aussi me questionner en me disant, mais donc, moi aussi, en fait, j'aimais pas ce nez, j'aimais pas ce corps, j'aimais pas ses cheveux, etc. Peut-être que j'ai envie de faire pareil. Et donc, c'est ça, je pense, qui a changé. C'est comment entre des célébrités qui vendent du rêve, parce que ça fait partie de la notion de célébrité, et une personne lambda ou une autre forme de célébrité que sont les influenceurs, il y a une différence. Parce que ça se rapproche en fait de plus en plus de nous, et ça nous fait nous dire que nous aussi, on peut accéder à ce bout de rêve. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un processus derrière qu'il faut pouvoir analyser. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont un esprit critique, des connaissances autour de ces sujets,
et qui, quand elles décident de faire quelque chose, c'est réellement en connaissance de cause. Mais il faut savoir que ça, c'est plutôt un privilège. Et qu'il y a quand même plein de gens qui sont pas au courant de tout ce qui se passe derrière ou d'un procédé plus global de comment fonctionnent les industries de la beauté, du régime, de la mode, etc. Et qui sont juste les pions de tout ça. Et en même temps, tu dis que toi, tu réfutes l'idée que ce serait les influenceurs qui pousseraient à aller vers la chirurgie esthétique. Tu n'es pas complètement d'accord avec cette idée ? Alors moi, c'est pas mon avis, c'est complètement un chirurgien esthétique qui me l'a confirmé et qui m'a dit qu'il y avait un peu ce mythe qui circule de j'arrive avec une photo de Kim Kardashian ou de telle influenceuse et je veux la même chose. C'est pas tout à fait ça, et je pense que dans la réalité justement des chirurgiens, c'est que ils ont vu un changement effectif à travers les réseaux sociaux, mais c'est un changement global, comme je le disais tout à l'heure, de désirabilité, c'est-à-dire que plus c'est proche de nous, plus c'est quotidien, plus ça éveille des questionnements, et puis on se dit peut-être que c'est possible et que mon prochain acte ou mes économies iront vers ça. Mais notamment le chirurgien que j'ai interviewé m'a dit que lui il voyait quand même plein de personnes qui venaient parce que ils avaient un complexe, qui souffraient de quelque chose ou qui voulaient changer quelque chose. Parfois parce qu'ils l'ont vu, enfin même souvent parce qu'ils l'ont vu quelque part. Avant c'était les magazines, aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, mais c'était plutôt dans l'idée de se dire je veux ressembler à telle personne. C'est plus complexe, c'est je veux un nez aquilin, je veux un nez pixie, ça c'est le gros truc à la mode, ou je veux des lèvres pulpeuses, ou je veux un front plus petit. C'est souvent lié à des caractéristiques physiques génériques en fait de ce qui est accepté aussi dans la société. Mais après c'est vrai que les phénomènes TikTok font qu'il y a des tendances en chirurgie qui étaient moins vues auparavant. Et donc aujourd'hui on crée aussi des complexes. C'est pas qu'ils n'existaient pas, mais c'est nous-mêmes, on savait même pas qu'on en avait. Et c'est en voyant une personne, par exemple, se rapetissir le front, on se dit mais peut-être que mon front il est trop grand, ou peut-être qu'il est trop large, et c'est plutôt ça, je pense, qui a changé, c'est découvrir un nouveau complexe. Mais pour rester sur la chirurgie esthétique, tu cites Suzanne Noël, qui a été quand même la pionnière de la chirurgie esthétique et donc qui, elle, vraiment défendait l'idée que recourir à la chirurgie esthétique, c'est une libération quelque part pour une femme, parce que c'est reprendre sa place, pouvoir continuer à travailler, même si on est âgé et tout ça. Donc c'est assez féministe, mais tu n'es pas tout à fait d'accord non plus sur le côté féministe du recours à la chirurgie esthétique. On ne peut pas prendre des cas individuels comme un ensemble, en fait, comme une vérité collective. Et je pense que ce qui est intéressant avec Suzanne Noël aussi, c'est qu'on est à une autre époque, qu'il y avait aussi l'idée d'émancipation par rapport à la condition des femmes à l'époque, qui est quand même très différente aujourd'hui. Alors, la liberté est toute relative selon où on est sur la planète ou selon l'environnement dans lequel on évolue, mais on est quand même plus libre de nos choix qu'auparavant, et je pense que ça veut pas du tout dire la même chose dans les années 50-60 que dans les années 2020, 2010-2020. Et c'est vrai que je pense en tout cas que l'acte de choisir, en tout cas l'acte de sortir d'une conformité qui est imposée justement par la société ou par un regard masculin, est hyper intéressant. Même je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de passionnant dans l'idée de voir des femmes qui vont au bout d'un processus de transformation par rapport à l'idée qu'on se fait d'elles, et l'envie de vouloir présenter l'inverse, totalement l'inverse. Je trouve que c'est fascinant en fait de pouvoir assumer en fait ce choix, mais dire que c'est féministe, je trouve que c'est vraiment un raccourci. C'est hypocrite en fait de se dire c'est féministe parce que du coup tu gagnes plus d'argent, ok,
tu es plus considérée parce que tu parais moins vieille, tu as moins de rides, tu es moins grosse, etc. Mais on change pas en fait le véritable problème, parce que ça devrait pas être un problème de vieillir, d'être gros, de changer de corps, finalement juste de vivre. Mais le souci, c'est que c'est souvent dans un but précis. Trouver l'amour, trouver du travail, être valorisé, être accepté. Et ce que je trouve intéressant avec Suzanne Noël, c'était toute cette dimension sociale où elle disait qu'il y avait des femmes qui pouvaient ensuite trouver du travail plus facilement, être acceptées en fait au sein de sociétés justement nobles, parce que leur physique était valorisé, leur apparence physique était valorisée. Et ça, c'est intéressant, mais on est dans d'autres conditionnements aujourd'hui. Bien sûr. Et alors, tu parles aussi des vieilles. Tu dis même que ce terme ne devrait pas être aussi mal considéré. Et tu dis, en fait, c'est vrai que si les vieilles s'assumaient plus, peut-être, ne faisaient moins de choses pour contrer l'évolution, les effets du temps qui passe, ce serait plus facile pour les autres. Mais ça veut dire quoi? Que les vieilles, tu voudrais qu'on ne fasse plus rien? C'est pas ça, mais... Non, pas du tout. Je pense que c'est un cycle, en fait. C'est-à-dire que si on voit que le pire qui puisse arriver pour une femme, c'est de vieillir, pourquoi, à mon âge, j'aurais pas envie de tout faire pour ne pas vieillir? Et c'est presque logique, en fait. C'est que on voit, en fait, que ça a l'air d'être la pire des choses et reçu dans la société, mais aussi des personnes qui le vivent. Parce qu'on voit, en fait, parfois une détestation corporelle. On voit aussi une placardisation parfois dans les métiers, on voit un rejet, etc. dans la société, et du coup, on se dit, mais je ne peux pas en fait, je ne peux pas en arriver là, donc il faut commencer très tôt, il faut commencer extrêmement tôt à se mettre des crèmes, à se faire du botox, à faire le plus de sport peut-être extrême possible, pour pas avoir de bedaine à un certain âge, etc., etc. Et donc en fait, on nous dit en fait qu'il ne faut pas en arriver là. Et je pense que c'est pas, quand je dis les vieilles ne s'assument pas, c'est même pas à cause des personnes en elles-mêmes. C'est la société qui ne valorise pas du tout la vieillesse et qui empêche en fait de voir ça comme un accomplissement. Le fait de célébrer son anniversaire aussi, ça devrait être quelque chose de beau, de se dire j'ai pris une année de plus, je suis encore vivante et donc tant mieux. Ça devrait être valorisé de voir une personne plus âgée avec de l'expérience qui peut apprendre aussi aux plus jeunes. Et j'aime bien cette tendance aussi sur TikTok de personnes plus âgées, de femmes plus âgées, qui donnent des conseils en disant si j'avais su tout ça, j'aurais gagné énormément de temps et d'une certaine manière énormément d'impact en fait sur moi, parce que c'est aussi ça dont il est question, c'est que la vieillesse même physique, c'est aussi une question de processus mental. Exactement. C'est-à-dire comment on se sent intérieurement, est-ce qu'on a souffert? Bah oui, ça se voit. À un moment donné, ça se voit parce qu'on est fatigué, parce qu'on est tiraillé même. Et c'est vrai que moi, je considère que je suis encore jeune, mais il y a ce truc où c'est vrai que, je vais pas mentir, parfois c'est étrange de se regarder dans le miroir et de se dire, ça, je sais que ça a changé. Même si je peux faire plus jeune aussi que mon âge, mais je sais que ça, il y a 10 ans, je l'avais pas. Et en même temps, on se dit, quoi, c'est des rides ça veut dire que je souris beaucoup. Donc ça veut dire que voilà, je suis plutôt contente de vivre, etc. En fait, notre corps laisse des traces qui parfois ne sont pas toujours des traces de bonheur ou de joie. Et ça, je pense que il faut en parler, parce que c'est pas évident, en fait. Et j'imagine encore plus que plus on prend de l'âge, et moins c'est évident de se rendre compte de ça. Et si c'était juste un impact de rides ou de changement corporel joyeux, ce serait très différent que de voir que c'est plutôt ce que la vie nous fait. Et alors qu'en fait, ça peut être très très beau. Et je trouve que ça, c'est l'un des points
qui est peut-être intéressant, c'est de voir de plus en plus de femmes âgées, de mannequins aussi. De mannequins, mais c'est aussi ça le nœud. C'est que, à un moment donné, nous montrer que des mannequins qui finalement changent pas beaucoup de ce qu'on voit aujourd'hui, où ce sera la mannequin qui reste mince, qui a les cheveux longs, il y a une forme finalement de beauté presque figée. Ça dit aussi ça. Ça dit la seule manière dont vous pourrez être vieille, c'est si vous ressemblez à ça. Oui. En revanche, c'est Isabella Rossellini qu'on voit de plus en plus. Et elle, je trouve que c'est intéressant parce qu'elle a pas ce type de physique lisse ou totalement normée. Et il y a une forme de revanche presque parce qu'elle a été blacklistée à un moment. On la voyait plus du tout. Ouais. On lui a fait comprendre que elle était plus assez désirable pour vendre en fait. Et je trouve que le fait de la reprendre et de lui rendre hommage en disant non en fait tu as compté et tu comptes toujours. C'est important parce que quand récemment il y a des photos qui sont sorties, elle a fait la couve du Vogue. Le Vogue, le British Vogue, je trouve que ce sont de super belles photos parce que justement il y a une forme de on la laisse telle qu'elle. On n'est pas là en train de vouloir montrer une version plus jeune d'elle-même en fait. Et je trouve que ça c'est intéressant. Et il y a d'autres exemples comme Linda Evangelista qui elle a plutôt eu l'effet inverse, où il y a eu un drame dans sa vie où à force de vouloir rajeunir, elle a une complication. Elle a une complication qui finalement l'a vieillit peut-être plus vite que nécessaire, ou en tout cas plus vite que ce qu'elle pensait. Et là, on voit que c'est aussi ça. C'est peut-être que prendre le temps, et elle, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui, comme ce qu'elle donne comme conseil. Elle dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et surtout, en fait, prenez ce temps de vivre avec votre vieillesse sans vouloir l'arrêter ou sans vouloir la figer, puisque vous allez finir comme moi, en fait. Alors, tu résumes ce qu'on doit faire pour être dans la norme. Alors, s'épiler, s'acharner sur ses cheveux, mincir, sculpter son corps, gommer ses rides pour être belle, selon les normes. En fait, il faut forcément souffrir. Et prendre des risques pour sa santé. Il y a des chapitres quand même où tu pointes que, par exemple, le défrisage, blanchir sa peau, éclaircir sa peau. Qu'est-ce qui t'a le plus, d'ailleurs, sidéré quand tu as enquêté sur le sujet de ce qu'on peut faire de complètement fou ou dangereux pour correspondre à des normes ? Plein de choses, mais il y a déjà ce truc de prendre un sirop pour se grossir les fesses en n'ayant aucune conscience des ingrédients qu'il y a dedans. En fait, c'est une potion magique qui a été créée par je ne sais qui et qui promet monts et merveilles. C'est fou parce qu'il y a plein de choses en fait qu'on fait dont l'impact en termes de santé ne sera pas immédiat. C'est plus tard qu'on se dit et qu'on découvre le poteau rose justement en se disant là j'ai des fibromes, un cancer, des chutes de cheveux, des taches qui sortent de je ne sais où. Et c'est souvent ça en fait, c'est que plein de choses qu'on consomme sont pas souvent clean. Et donc on met aussi sa santé en danger pour des raisons esthétiques. Et je pense que ça c'est ce qui me choque. C'est qu'on pourrait se sauver des années si on prenait en compte tous ces moments de danger en fait sur notre santé. Alors c'est physique. Souvent aussi parce qu'on utilise des produits interdits. Parce que là tu as cité le sirop, ce sirop abracadabran là, pour grossir de manière ciblée. On sait que les produits pour éclaircir la peau, il y a beaucoup de choses qui sont, c'est des produits qui sont illégaux, en tout cas qui sont chargés en substances effectivement toxiques. Sur le défrisage, j'aime à penser que ça évolue au niveau de ce qu'il y a dans les produits, mais peut-être que je me rassure, c'est ça. Oui, et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est qu'on change parfois des formules très rapidement en disant mais non, il n'y a plus aucun danger. Or, c'est faux. Et surtout, je trouve que oui, effectivement, le mercure dans les crèmes éclaircissantes, le
le soufre dans le défrisage, etc., etc., c'est très grave. Mais à petite échelle, il y a aussi tout ce que ça fait écologiquement. C'est-à-dire que même consommer autant de produits de beauté, autant de crèmes en fait pour la peau, ça ne va rien nous faire, et puis tout n'est pas clean. C'est que quand on creuse, et là c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus justement, d'essayer de repérer des substances, mais c'est des substances qui sont écrites en tout petit. Si on n'a pas les connaissances, on le saura jamais, et c'est des marques souvent très visibles, très connues, très prestigieuses. En fait, c'est juste déplorable de se dire que on nous force à nous conformer, de 1, mais de 2, en fait, on nous met aussi en danger, et on met, par ricochet, la planète en danger, les autres en danger, parce que tout ça, en fait, fait un cocktail horrible pour notre société. Et dans ce que tu disais tout à l'heure aussi, je voulais prendre le point de est-ce que on est forcément obligé de souffrir ? Je pense que non. Mais je pense que la continuité aussi de ça, c'est que même quand on sort des produits, des opérations, de tout le modelage pour être dans une norme définie, c'est aussi cette notion de productivité et le fait de toujours devoir en fait être une meilleure version de soi. Enfin, aujourd'hui, c'est très rare en fait juste de poursuivre sa journée sans avoir une petite voix, sans avoir une petite publicité, sans avoir un message en fait de nous dire ça pourrait être mieux dans ta vie si tu faisais ça, ou tu pourrais te sentir mieux si tu faisais ça. Et si on essayait en fait juste peut-être de se sentir mieux en se disant moi en ce moment, ce que je me dis pour l'année prochaine, c'est que j'aimerais avoir plus d'énergie. Comment je fais ça ? Peut-être que je peux réfléchir à qu'est-ce que je mange le matin, est-ce que je sais pas, je change de trajet pour aller à tel endroit. Enfin, des petites astuces qui nous aident nous-mêmes, mais parce que on en a besoin véritablement, parce que c'est le but qu'on recherche, pas parce que on nous a dit qu'on serait mieux valorisé, ou qu'on aurait plus de likes, ou qu'on aurait plus de drague de telle personne. Et je pense que c'est aussi ça. Le cœur, c'est que on souffre parce qu'il y a une sensation d'infini. Oui, il faut toujours faire quelque chose. C'est ça. Toi, tu as déjà envisagé de recourir à la médecine ou à la chirurgie esthétique ? Non, parce que je pas envie de dépenser mon argent. Autrement. Si j'avais de somme, je préférais l'investir autrement, de 1. Et de 2, en fait, j'ai l'impression que ce serait le début d'une course, en fait. C'est-à-dire que je commencerai juste par une chose, et puis on se dit, mais c'est pas mal. Et puis l'autre chose, et puis ainsi de suite. Et souvent, le risque, c'est de plus jamais s'arrêter, ou de voir une opération ratée. Et je pense que même ça, c'est quelque chose qui me fait très peur, c'est de me dire que ça pourrait être pire que ce que je ressentais avant. Ouais. Et je pense aussi que d'un point de vue moral, j'aurais l'impression en fait de trahir en fait et mes origines et qui je suis, et de devoir en fait ça j'en parle beaucoup au début du livre, et c'est un mot très fort, mais cette forme d'eugénisme en fait où on devrait tous se ressembler et on n'a plus de caractéristiques uniques. Je trouve que c'est dommage, parce que même si on a pu être complexé par quelque chose, c'est aussi ce qui nous rend nous, en fait. Et j'aurais peur, en fait, de plus savoir qui je suis. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'on assiste à plein de personnes qui font des chirurgies inversées, qui reviennent vers leur état d'origine en se disant mais soit je me reconnaissais plus, ou soit justement c'est plus très cool si on a tous le même nez, si on a tous la même bouche, si on a tous les mêmes cheveux. Enfin, ça me rend plus vraiment original. Bien alors sûr. Que peut-être qu'auparavant c'était original d'avoir un nez pixie, ou d'avoir une bouche dessinée, parce qu'on pourrait presque dire un artiste qui serait le chirurgien. D'où l'idée de bien réfléchir avant, parce que ça c'est un de mes... vraiment, ça me tient vraiment à cœur depuis que j'écris sur le sujet. Et comme il n'y a jamais d'urgence, c'est vrai,
pour ça que c'est important des essais comme le tien, c'est de vraiment le fait de déconstruire, de savoir ce qui peut nous avoir influencé, de savoir quelles sont les normes de la société et comment elles peuvent impacter notre désir d'être, de ressembler à ci ou ça. Mais voilà, ça doit à chaque fois nous remettre devant... de nous poser pour réfléchir et ne pas s'engager dans des modifications corporelles ou améliorations qui sont radicales quand on va sur une table d'opération. Oui, avoir toutes les informations, et c'est pour ça que les interviews avec des chirurgiens, la parole en tout cas publique de professionnels de la santé sont extrêmement importantes, parce que ça permet aussi d'avoir toutes les infos et d'y aller en connaissance de cause. Et ça, je pense que c'est ce qui a manqué ces dernières années, c'est que l'accélération, la démocratisation de la chirurgie esthétique et de la médecine esthétique a fait que des personnes en fait veulent tout de suite. Oui. Et c'est aussi ce que font les réseaux sociaux sur nous. Ça. C'est l'immédiateté, et j'aime bien ce terme de instant gratification. Enfin, c'est le fait de vouloir un résultat satisfaisant, mais tout de suite. Je ne veux plus attendre 10 ans, je ne veux plus attendre 1 an. Là, j'ai vu que il y a un charlatan qui fait ça dans un sous-sol. En fait, c'est pas tant que j'ai envie d'aller avec un charlatan. C'est ce qui m'intéresse, c'est que c'est rapide, que c'est moins cher et qu'il va pas me faire poireauter 1 an de réflexion, de blabla. Non, j'y vais, j'ai mon résultat et puis on y va. C'est ça vraiment le nœud du problème. C'est la rapidité, et aussi c'est le fait que, mais même dans le processus de guérison, on leur explique pas que ça peut prendre du temps et que le résultat escompté sera peut-être pas visible tout de suite. Oui. En tout cas, les choses très visibles, on va dire, le nez, la bouche, ou refaire les pommettes, enfin remonter les pommettes. Et elles vont faire des vidéos au bout de 3 jours. Oh, je suis déçue. Au bout d'une semaine. Et le pire dans tout ça, c'est que souvent, c'est pas elles. C'est les commentaires. Et il y a les commentaires, là, il y a une fille dont j'ai vu les opérations. Et 6 mois plus tard, les commentaires, c'est le résultat est horrible. Et donc, maintenant, elle regrette. Pas parce qu'elle n'aimait pas son nez, c'est parce que les gens n'ont pas apprécié le résultat. Et même ça, je trouve que expliquer comment ça se passe après, le fait que parfois... parfois, il faut 1 an. Hein. Il faut 1 an. Il faut entre 6 mois et 1 an, de toute façon, pour constater le résultat définitif d'une chirurgie. Oui, c'est ça. Et puis parfois, un changement de poids peut changer. Ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oui. Mais même nous, même parfois, quand on n'a pas fait de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique, on peut voir des caractéristiques physiques changer sur notre visage selon est-ce que si on a pris du poids, est-ce qu'on a perdu du poids. Ça ne veut pas dire qu'on aura un autre nez total, mais c'est plus d'expliquer aussi que c'est un tout. Et oui, et je vois des vidéos parfois sur TikTok de résultats où au bout d'1 mois, elle est déçue parce que moi, c'est pas ça qu'on m'a promis, moi, c'est pas ceci, moi, c'est pas cela. Et ne pas expliquer même le processus de guérison, je trouve, est grave, parce que ça aide pas les gens à y voir plus clair. Et donc, cette enquête que tu as menée pour écrire cet essai, ça t'a appris des choses sur toi. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as arrêté de faire, justement ? Est-ce que le fait de se poser pour réfléchir aussi à toi, comment tu étais impactée, comme nous toutes, par ces injonctions ? Et tu as tiré des leçons, ou est-ce que pour toi y a des choses que j'ai arrêté de faire. J'ai arrêté de penser que telle chose allait régler un problème immédiatement. J'ai arrêté d'aller vers la tendance évidente. Tel produit cartonne, hop, je l'achète sans me renseigner, sans savoir si ça correspond à mon type de peau, à mes besoins, etc. Et puis surtout, j'ai arrêté de me punir. Ah, t'as pris du poids, punition. Ah, là, t'as pas fait ça bien, punition. Ah, là, t'as un bouton hormonal, punition. Et en fait, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est réfléchir plus globalement, en fait, à la santé,
au corps. Je trouve que c'est hyper intéressant de même comprendre holistiquement ce que ça fait, de comprendre aussi si on prend telle vitamine, est-ce que ça va nous aider, de comprendre les hormones, de comprendre même les variations selon les saisons. Je trouve que c'est passionnant de comprendre que notre corps est un organe vivant et qui fait sa vie en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau très beau et parfois triste, pas triste mais qui nous fait pas toujours du bien, mais de savoir que notre corps nous parle et que quand il se passe quelque chose dans notre vie, mentalement, il y a des répercussions physiques ou que quand il y a une douleur ou quand il y a un changement drastique sur notre corps, qu'on n'a pas décidé en fait, c'est souvent lié à autre chose. Et je trouve que, alors j'ai pas toutes les réponses encore parce que je trouve que c'est un processus long, mais je trouve que j'adore le fait de pouvoir réfléchir à ça, de me dire toc toc, là il y a une petite alerte, donc c'est là qu'il va falloir commencer à réfléchir à des changements ou qu'il va falloir réfléchir à peut-être qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu as fait autour des règles, de l'arrivée des règles, qu'est-ce qui se passe autour d'un certain âge, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je trouve que, même en termes de produits de beauté, j'ai pas arrêté parce que j'aime ça, mais j'aime bien aussi prendre le temps de réfléchir à des marques parfois plus confidentielles. Je trouve que les marques scandinaves font quelque chose d'assez intéressant à la fois sur le packaging, mais aussi sur les explications. Quand on va aller sur le site d'une marque, il y aura tout un truc de... voilà tous les ingrédients, voilà ce que ça peut faire. Voilà. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une envie, en tout cas, d'aller plus loin que juste acheter ce produit miracle qui va vous faire ça sur votre peau. Et ça, je trouve que c'est important. Je trouve que c'est aussi important de comprendre ce qu'on mange selon les saisons, selon... nos ressentis, où on en est en fait dans la vie. Voilà, et ce qui n'empêche pas de s'amuser, non ? Est-ce que tu continues par exemple à t'amuser ? Parce qu'il y a une partie qui est ludique aussi, se maquiller, se coiffer, il y a des choses qui sont ludiques et qui sont... je trouve que justement ça aide encore plus à s'amuser. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui prennent mal l'analyse de ces industries ou le fait en fait de dire que il y a beaucoup de néfastes, qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas dans l'intention de nous faire du bien et qui se disent « Ah, mais vous voulez tout, en gros, tout gâcher. On peut plus rien faire, on n'a plus le droit de faire ça. » Or, ça n'a jamais été ça, le but. Je pense que le but, justement, c'est de pouvoir s'amuser d'autant plus parce qu'on sait, en fait, ce qui se passe et du coup, on se laisse moins berner par le clinquant. Mais on va plus aller vers des choses qui justement nous correspondent, qui nous font du bien parce qu'on trouve ça ou joli ou parce qu'on trouve ça efficace. Mais on va moins en fait se faire avoir par toutes ces caractéristiques de marketing ou parce qu'on a vu une vidéo sur TikTok qui nous a dit ça va changer ta vie en 2 jours. C'est être moins dans un contrôle justement permanent. Je suis en contrôle de mon poids, je suis en contrôle de mon physique. Non, quand justement on a conscience de tout ça, on est moins dans un contrôle et on s'amuse d'autant plus parce qu'on va vers des choses qui naturellement vont dans un sens qui nous fait du bien. Personne n'est là pour dire vous avez le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit. C'est plutôt justement arrêter d'aller dans un sens qui vous emprisonne. Oui. D'ailleurs, tu l'écris, tu dis je veux avoir le choix, gris ou rose, talon ou basket, romantique ou sexy. Ouais. Depuis que le livre est sorti ou depuis que j'ai écrit ce livre, c'est que je pense que ça m'a un peu libérée de certaines choses et que je me sens quand même... je me sens beaucoup plus indulgente avec moi. En tout cas, je me sens plus libre de tout ça. Et effectivement, j'ai l'impression de m'amuser plus et d'être beaucoup plus dans une forme de variation de plein de choses. Là, par exemple, j'ai pas forcément fait mes ongles, mais je sais qu'après l'écriture du livre, j'arrêtais pas d'aller chez la manicure. Bon, je trouve que ça coûte quand même de l'argent, mais je trouvais ça amusant, justement, de me dire, mais
j'aime trop, je me sens... J'ai des ongles longs, je me sens... je me prends pour quelqu'un d'autre. Enfin, j'apprends plein de techniques de maquillage. Mon but, c'est un peu de me dire que quand je me maquille, j'ai envie de comprendre comment faire enfin pas là parce qu'il est très tôt, mais par exemple si je suis invitée à un dîner ou à un anniversaire, de me dire ah ouais là c'est l'occasion de faire ce truc que j'ai appris récemment, et on sera dans l'amusement justement. Voilà. Ce sera pas pour camoufler, pour cacher quelque chose, mais plutôt pour dire là j'adore en fait. Et je pense que c'est vraiment ça le but, c'est d'être dans un choix réel et réaliste, et dans une expression de soi qui nous est propre et qui est décidée par nous. Pas parce que on sera plus valorisé ou parce qu'on sera plus respecté dans une société qui justement définit des normes, mais parce qu'on aura appris en fait qu'il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui nous fait du bien. Merci beaucoup Jennifer d'avoir partagé avec nous ton analyse des discours et modèles qui façonnent aujourd'hui les contours d'une féminité qui est encore bien entravée. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'oubliez pas de mettre plein d'étoiles sur votre plateforme préférée, c'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Vous aussi, vous pensez qu'il reste beaucoup à faire pour parvenir à se sentir bien dans sa vie, sans cocher les cases d'un corps encore très normé ? J'attends vos réponses et commentaires sur mon compte Instagram, Injonction et Bistouri bien sûr. Et pour en savoir plus sur les questions à se poser quand on envisage de modifier une partie de son visage ou de son corps, mon guide J'y vais pas est toujours disponible en livre de poche. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.